Morning guys! Comment ça va? Je suis trop contente d'être de retour pour un nouvel épisode. Je vais pas vous mytho, j'ai complètement le seum. J'ai déjà enregistré cet épisode. J'ai passé 1 heure à parler. En plus à parler de l'Inde. Et genre, il y a tellement de trucs à dire sur l'Inde que je suis partie dans mes trucs, je suis partie dans des idées que j'ai eues sur le moment et tout. Il était tellement spontané mon podcast. Il est à la poubelle. Donc j'ai trop le seum de recommencer, surtout que là je suis absolument épuisée. Donc j'enregistre là, on est le jeudi 30 mai, il est 20h. Je suis épuisée, mais genre vraiment je sais pas ces dernières semaines où je vais trouver mon énergie, sachant que j'ai un corps qui n'a pas trop d'énergie. Ouah, je vais passer 1 heure à enregistrer et je sais pas combien de temps sur le dérochage parce que bref, comment je parle, il y a du dérochage à faire parce que je peux pas me piffrer comment je parle. Je prends trop de pauses, je me répète, je bégaye et tout, c'est un enfer. C'est pas grave. En tout cas, les gars, merci énormément pour tous vos messages sur mon podcast, pour votre soutien, pour tous vos petits commentaires et tout, tous les messages que je reçois. Sachez juste que sur Instagram, il y a des gros bugs dans comment ça s'appelle? Dans ma boîte ma boîte, j'allais dire ma boîte mail, enfin ma boîte de messages quoi, mes DM, j'arrive pas à parler, je vous jure ça va être dur de trouver mes mots, hein. Déjà que je suis quelqu'un qui a du mal à trouver ses mots, mais là, oh là là, ça va être compliqué. Ouais, il y a un problème dans mes DM, en fait, dès que vous m'envoyez un message, moi je vais le recevoir 5 jours après, genre il s'affiche jamais, et pourtant je regarde mes DM absolument tous les jours, et tous les jours, genre j'ai pas de notif, et il y a un moment où tout explose, et genre j'ai des notifs de il y a 5 jours. Donc bref, il y a des gros bugs, donc c'est vraiment pas de ma faute. I am sorry parce que je regarde tous les jours. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Des fois, je me dis, personne m'a parlé aujourd'hui. Mais en tout cas, quand vous venez me caler, c'est pour me faire des compliments sur mon podcast. Et ça, j'adore. Donc merci beaucoup. Et aujourd'hui, on va pouvoir parler de l'Inde. Je sais pas trop comment amener le truc. En fait, je l'ai enregistré une fois, ce podcast. Trop le seum. Je répète mon seum. Voilà, comme ça vous savez. Et en fait, je suis partie dans des trucs, c'était très intéressant ce que je disais, je peux être intéressante de temps en temps. Et ensuite, le soir en parlant avec ma coloc, j'étais en mode putain, il y a tout ça dont je peux parler en fait. Le faire en 2 temps, je trouve ça cool parce que l'Inde c'est tellement fou, je peux tellement même là enregistrer et avoir de nouvelles idées. Il y a tellement de trucs à dire, il y a tellement d'approches à avoir que je me dis que peut-être 2 podcasts, ça le fait totalement. Surtout que là, je vais poster lui. La semaine prochaine, ça va être une conversation avec Louise qui va être trop bien. Enfin, pas trop bien pour elle, mais trop bien pour tout le monde à écouter parce que c'est un peu croustillant et des gossips. Et après, refaire l'Inde, mais genre une autre approche. Et genre parler aussi de la dating life en Inde et tout. Donc je me dis, je peux continuer comme ça. Je reprends mes idées de la dernière fois et les idées que j'ai eues en plus, peut-être pas les amener aujourd'hui et les amener là dans 2 semaines. Parce qu'en vrai, il y a 1000 trucs à faire. Et je me suis dit, cette approche-là, on peut faire et le positif et le négatif. Et ensuite, genre dans 2 semaines, faire l'Inde en général et les comportements et genre moi les observations que j'ai eues, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Là, en gros, je fais mon podcast en mode le positif et le négatif, de vivre genre les choses que j'adore et les choses que je déteste. On fait ça? De toute façon, vous avez vraiment pas le choix. Je fais genre je vous inclus dans la conversation, mais vous avez capté le délire. Donc on va pouvoir commencer. En vrai, ma première approche a été de faire d'abord le positif puis le négatif, parce que c'est un peu le négatif qui m'a poussée à partir. Mais on peut faire un mixte comme ça fait pas trop tranché, vous voyez ce que je veux dire? Donc en Inde, vivre à New Delhi, c'est pas vraiment la même chose. C'est pas, tu peux pas dire ouais vivre en Inde c'est comme ça. Vivre en Inde, ça peut être tout et n'importe quoi et c'est différent pour tout le monde. Vraiment là ce que je vais dire c'est mon expérience des choses, mon approche des choses, comment j'ai ressenti les trucs en Inde, c'est tout le temps différent pour tout le monde. L'expérience elle peut être différente pour tout le monde. Ça peut être cata pour plein et incroyable pour d'autres. Vous voyez mes copines, on a fait 2 semaines ensemble, elles ont absolument adoré voyager en Inde, mais parce qu'elles étaient avec moi. Et moi je sais comment me comporter en Inde. Je suis un putain de guide touristique en Inde. Je sais comment fluidifier les choses et les situations, donc forcément que ça va être trop bien avec moi. Je l'ai laissée toute seule, c'était cata. Une fois, je les ai laissées toutes seules. Je les regarde, elles étaient dans une galère. Je les avais laissées 30 secondes. J'étais en mode, ouais, je peux pas. Louise, elle a fait une journée toute seule. Elle est rentrée. Elle était agacée. Elle était saoulée. Elle était aigrie. Elle était en mode que personne me parle. Et j'étais là, ah ouais, c'est ça, t'es toute seule à Delhi. C'est super drôle. Donc évidemment, ça n'engage que moi, ce que je vais dire. Mais en même temps, ce qui m'engage, engage beaucoup de gens. Parce que quand je parle de mon expérience à Delhi, en Inde / aussi à Delhi, il y a beaucoup de gens qui me contactent en me disant putain Hello, c'est exactement ça. Sachez que les personnes qui critiquent ce que moi je dis sur Delhi et sur l'Inde sont vraiment les personnes qui n'y sont jamais allées. Parce que moi quand on me contacte, on me dit putain c'est exactement ça. Je suis pas là pour romantiser quoi que ce soit, je suis pas là pour faire la propagande de l'Inde, je suis pas là non plus pour casser le pays. Vraiment c'est juste mon expérience, il y a du positif et du négatif comme partout. C'est juste que l'Inde est un pays extrême,
au possible. C'est un autre monde, c'est un autre délire, c'est une ambiance, c'est lunaire là-bas, c'est lunaire, tout est lunaire, tout est différent, tout est différent vraiment. Et donc, voilà, c'est des avis différents pour tout le monde, mais ce que je raconte, je sais que c'est pas faux, voilà, c'est mon expérience, et il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi. Et comment je parle de l'Inde, bah ouais, il y a du négatif comme du positif, c'est tellement extrême que le négatif va être extrême et le positif va être extrême, mais tous les gens qui ont été en Inde, à New Delhi aussi, qui ont vécu là-bas, qui ont juste voyagé là-bas, ils me contactent en me disant « Putain, c'est exactement ce que tu dis ». Habiter à Delhi, c'est autre chose que le reste de l'Inde. Delhi, c'est une bulle. Delhi, c'est un monde à part du reste du pays. Le pays, c'est un subcontinent, c'est énorme, il y a des régions et vraiment tout est différent par région. C'est pour dire, les gens du nord, s'ils parlent avec des gens du sud, ne se comprennent pas. Il y a une 120aine ou une 140aine de langues, de région en région. Les gens ne se comprennent pas. On va dire que la langue nationale, c'est le hindi. Donc la majorité des gens parlent hindi, mais pas tout le monde. Et il y a vraiment des gens dans le pays qui ne peuvent pas se comprendre. Par exemple, mon grand-père parlait deux langues, le hindi et une langue vers Jaisalmer. Et sa femme parlait le hindi et une autre langue. Ils se comprenaient parce qu'ils parlaient tous les deux hindi. S'ils se parlaient dans leur autre langue respective, ils ne se comprenaient pas. Tout est différent. Le Kerala, dans le sud, est complètement différent du Rajasthan. Tu vas aller sur du plus culturel, tu vas dans le Rajasthan. Du plus paysage, tu vas au Kerala. Plus de plage, tu vas à Goa. De la montagne, tu vas au Sikkim ou au Cachemire. Delhi, ça c'est encore un autre monde. T'as même pas l'impression d'être en Inde. En fait, si tu vas juste à Delhi, tu connais pas l'Inde. Tu peux pas dire que tu connais l'Inde quand tu vas à Delhi. Donc c'est pour ça. Je dis oui, là mon podcast c'est vivre en Inde. C'est pas forcément vivre en Inde. Oui, ça l'est dans sa globalité, mais c'est surtout vivre à New Delhi. Parce que c'est autre chose. C'est une autre expérience. Et c'est une expérience extrême, je trouve. Déjà, moi, je vais en Inde depuis que j'ai 8 ans, 7-8 ans à peu près. On me demande souvent si j'ai eu un choc culturel. Enfin, on me demande souvent aujourd'hui si j'ai un choc culturel quand je suis en Inde. J'ai jamais eu l'impression de vivre un choc culturel. En fait, quand j'y suis, juste j'y suis. Je suis aussi quelqu'un de très adaptable. Donc, quand je suis dans un environnement, je suis là, ok. Mais je pense que j'ai cette adaptabilité parce que je vais en Inde depuis que je suis gamine. Donc aujourd'hui, il y a très peu de choses qui me choquent. Genre dès que je suis dans un endroit, je suis en mode ok, je l'intègre. Choc culturel, pas vraiment. J'ai eu quelques chocs, on va dire, et quelques traumas. Et ça, je trouve ça super drôle. Enfin, aujourd'hui, je trouve ça drôle, mais j'ai été traumatisée très longtemps. Mais vraiment dans une peur. Bah, déjà, mon premier événement en Inde où j'étais en mode what the fuck is happening? Dans quoi on m'a foutu? C'était ma première fois donc. Et moi, j'allais à Ahmedabad, qui était la ville où habitait mon grand-père. C'est dans le Gujarat, un truc comme ça. Je suis une gamine. C'est la première fois, je découvre qu'il y a des vaches partout et tout. Je monte dans un rickshaw, donc c'est les tuk-tuk là, jaune et vert. On arrive à destination. Je veux sortir d'un côté et en fait, il y a une vache qui est là. Je me dis, je peux pas sortir vraiment, elle me bloque le passage. Gros truc, j'ai même pas un trou pour sortir. Donc j'essaye de sortir de côté. Il y a un homme sans bras avec une sacoche qui vient et me mendier de l'argent. Il est long, le monsieur. Il est très très long. Je suis toute petite. Je suis rikiki. Non, c'est pas vrai. À 7-8 ans, je faisais déjà 1m92. Et je suis là en mode choquée de ce qui se passe. En mode, je veux juste sortir de mon rickshaw. D'un côté, il y a un homme qui me fait peur. Parce que vraiment, il a pas de bras. Enfin, vraiment, je ne suis pas habituée à cette situation. Et de l'autre côté, il y a une vache. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'était la première fois où j'étais en mode, d'accord. C'est très réel, en fait. Et ensuite, il s'est passé un truc. Mais je sais même pas, en fait, ce qui s'est passé. Juste tout ce que je sais, c'est que pendant des années, j'ai eu peur. Mais peur des enfants en Inde. Mais une peur, mais jusqu'à mes 17 ans. C'est pour vous dire, à 17 ans, t'es quand même adulte. Un an plus tard, on te donne le droit de vote. T'es censé être adulte. Enfin, moi, à 17 ans, je vivais quand même toute seule. Mais je suis sûre que ça a duré plus longtemps, même jusqu'à mes 20 ans. Je sais pas quand est-ce que cette peur s'est arrêtée. Dans un trauma, les gars, si des enfants en Inde s'approchaient de moi, j'avais peur, mais comme s'ils pouvaient me tuer, en fait. Genre, j'étais dans la peur, je savais pas comment réagir. Et j'ai demandé un jour, et c'était plus tard, genre vers mes 16-17 ans, où il y a un enfant qui s'approche de moi et j'ai peur, mais c'est genre vraiment, je suis en mode, s'il me touche, genre, je sais pas comment réagir. Mais comme s'il allait me faire du mal, comme si le gosse, haut comme 3 pommes, allait me faire mal, quoi. C'est lunaire. Et ma mère, elle rigole, elle me dit, putain, Héloïse, t'as toujours peur, je comprends pas. Et je lui dis, mais toi, explique-moi pourquoi j'ai peur des enfants. Enfin, elle me dit, je sais pas, je crois qu'à Ahmedabad, gamine, la première ou la deuxième fois que t'es venue, il y a eu une altercation dans un parc avec des enfants et depuis, t'as vraiment peur. Mais moi, aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé dans ce parc avec ces enfants. Je pense qu'il s'est rien passé de grave, mais qu'avec la barrière de la langue, j'ai pas dû comprendre ce qui se passait. C'est quand même super drôle. Je sais que mon cerveau a un mécanisme de défense qui est d'oublier les choses. J'ai sûrement oublié ce qui s'était passé. Mais vraiment, j'ai eu peur. Mais pendant des années, c'est-à-dire qu'un enfant s'approchait de moi, comme s'il y avait une abeille autour de moi et j'étais là. Je me contractais, j'étais là, non, 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 non.
comme s'il allait me faire du mal. Et ça a duré tellement... Comment à 16-17 ans t'as peur des enfants comme ça? Après on me demande si je vais être maman, mais ça va pas la tête ou quoi? Il y a un jour où j'ai quand même intégré le fait que c'était juste des enfants et qu'il allait rien se passer et que ce qui s'était passé quand j'étais enfant, enfin ça n'était plus d'actualité aujourd'hui. Donc aujourd'hui bien sûr que non, je n'ai pas peur des enfants et je n'ai pas peur qu'ils me fassent du mal, mais ça a quand même duré très longtemps. Enfin c'est sacré trauma le bordel. C'est 10 ans de trauma. Voilà, ça c'est les seules choses en Inde qui m'ont vraiment marqué. Ce qu'il en est du reste, pas vraiment. En fait, j'ai toujours accepté le fait que c'était un peu le monde de mon grand-père, d'où il venait. Donc pour moi, c'était normal. Enfin, ça m'a jamais causé de choc. En tout cas, jusqu'à mes 22 ans, 23 ans. L'Inde, c'était un pays où j'y allais 1 à 2 fois par semaine pour quelques jours, voir mon grand-père. Ensuite, avec ma mère, on se faisait 2-3 jours de voyage dans une ville, un city break. Voyager avec sa mère, voyager avec sa famille. Quelques jours, 1 à 2 fois par an, ça n'a rien à voir avec s'installer. Donc les choses sont devenues réelles quand je me suis installée en Inde. En vrai de vrai, mes parents, ils se sont installés fin 2020, début 2021. À la base, moi, je devais y aller en 2020. Ça devait être mon année de césure et je devais y aller 1 an. En gros, mon père, un jour, il me dit, on va peut-être s'installer en Inde. Je lui dis, trop bien. Franchement, si vous y allez, je vous suis pendant mon année de césure. J'avais une année de césure avec mon école de commerce et j'avais plein d'idées et tout, de trucs à faire. Je voulais monter une entreprise et tout, MDR. Aujourd'hui, je réalise à quel point c'est la chose la plus compliquée sur Terre en Inde. Au final, ça s'est pas fait parce que Covid. Et au final, moi après, il y a eu mon master et tout. Donc, ils sont partis. Et moi, début 2022, j'y vais. Mais j'y étais allée en 2021, quelques mois. Je pouvais faire mes cours à distance à cause, avec le Covid. J'y étais allée et j'avais trop kiffé vivre à Delhi. Je m'étais fait quelques potes, on faisait que sortir. C'était, tu sais, le début, c'est excitant quand tu t'installes quelque part. En fait, c'est trop bien. Mes parents, ils avaient un chauffeur. Donc, quand je sortais, j'avais un chauffeur. Enfin, franchement, c'était vraiment trop, trop bien. Mon cadre de vie là-bas, il était fou. On était dans une maison. Au tout début, quand on s'est installé, il y avait quelqu'un qui faisait la cuisine, donc c'était d'autant plus stylé. Et moi, mes parents, comment ils se comportent avec moi en France versus en Inde, c'est complètement différent. La vibe de mon père en France comparée en Inde, ça n'a rien à voir. En Inde, c'est comme s'il y avait plus de règles, je sais pas comment dire. Mon père, il est trop cool là-bas. Genre vraiment, c'est trop mon pote, c'est en mode comme si on était en vacances, quoi. Donc c'était encore plus stylé d'être là-bas. Ma mère, c'est autre chose. Pour ceux qui savent, vous savez que c'est complètement cray. Pour ceux qui savent pas, ma mère et moi, c'est très, très, très compliqué. Et c'est un peu de plus en plus compliqué. Ça s'est amélioré, c'est redevenu très compliqué, mais avec mon père c'était autre chose genre. Et du coup 2021 je suis en mode trop stylé, je veux trop vivre là-bas. À la fin de mon master j'y vais et je voyage quelques mois avec Ro le sang messieurs. Et je m'installe vraiment et je commence les études. Et je m'étais dit, en fait, vu que je commençais à gagner ma vie des réseaux sociaux, je signais des contrats de temps en temps. TikTok, à l'époque, je gagnais un peu de sous. Le fonds créateur n'existait pas. Et je me suis dit, et je suis partie en mettant grave de côté pendant mon alternance et tout. Donc je suis partie avec de bonnes économies. Et je me suis dit, au pire des cas, pendant 1 an, je gagne pas d'argent, mais j'ai des économies, je peux vivre 1 an avec ces économies, même plus. Au final, merci la vie, j'ai continué à signer des contrats grâce à l'influence et à faire des sous grâce à TikTok. Je me suis dit, je peux rester un peu plus longtemps. Et donc je m'installe vraiment début 2023, janvier 2023. Les choses se sont pas passées comme prévu, je devais rester 6 mois à la base. Après, je suis restée plus longtemps parce qu'il y a eu l'endométriose, l'hôpital et tout. J'ai tellement passé une année de merde que j'étais en mode, je repars de l'Inde, je vais être dégoûtée de mon expérience. Je rentre et en fait, tout a été catastrophique l'année dernière. Je raconte un peu tout dans mon premier épisode de podcast, on fait un bilan, pour ceux qui savent pas ce qui s'est trop passé l'année dernière. Je me dis, je reste une année de plus, et vu que j'allais mieux de mon endométriose, je me suis dit, vas-y, j'ai vraiment envie de kiffer. Genre, je voulais kiffer au moins 1 an après mon master. J'avais pas kiffé 1 an après mon master. J'ai vécu ma pire année. Et je me dis, vas-y, je vais rester au moins une année de plus, et voyager comme je voulais voyager, et kiffer la vie, et machin, et découvrir l'Inde, et tout. Donc c'est ce que j'ai fait, et ça devait être de septembre 2023 à septembre 2024. Au final, je viens de rentrer parce que j'en pouvais plus, on va en parler. Mais voilà, je me suis dit, là, on annule l'année, on recommence. Donc c'est ce que je fais et je vais terminer les 3 mois et après on se remet au charbon. J'ai 1 an de retard sur ma vie, on va dire, on va le voir comme ça, à cause de l'endo et mes soucis de santé et je souffrais trop. L'année 2023, c'était non. Quand je m'installe en janvier 2023, c'est là où les choses deviennent réelles. C'est là où je m'installe pour de vrai et que je commence à faire des trucs toute seule en Inde. Il n'y a plus Ro avec moi, les choses sont réelles et c'est moi face au pays. Et c'est complètement différent. Au début, je vais pas mytho, je suis insecure par rapport à la place des femmes versus les hommes. Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise d'être toute seule. Je suis à l'aise, mais je suis pas à l'aise. Genre, je peux faire des trucs solo. J'ai appris à faire des trucs solo. En 2021, je faisais mes vidéos café et tout. Mais n'oublions pas que j'ai un chauffeur, moi, derrière moi. J'ai un chauffeur qui m'amène partout. J'ai un chauffeur qui est une certaine sécurité. Les gens savent que j'ai un chauffeur. Enfin, ça change complètement la donne. J'ai toujours quelqu'un à appeler
appeler, j'ai une galère, mon chauffeur, il est à côté. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas trop la même chose. Et même en janvier, j'ai toujours mon chauffeur. Mais même, je me retrouve dans des situations où je me dis putain, c'est complètement différent. Je suis insecure, je me sens quand même pas bien quand je suis dans la rue et tout. Mais c'est aussi à cause de mes traumas parce que moi j'ai vécu un nombre d'agressions, un nombre de galères que je raconte dans mon podcast. J'ai détesté être une femme à cause des hommes. Alors je mets un disclaimer que je parle. Il y a beaucoup qui ont lâché ce podcast parce que je mets un disclaimer qui a l'air violent en mode je peux parler d'agression et de machin. En vrai, toutes les personnes qui ont terminé le podcast m'ont dit qu'il n'était pas du tout violent. Vous pouvez l'écouter. Il va pas trop vous trigger, justement. Il en a aidé beaucoup à comprendre ce qu'elle ressentait. Donc si jamais, genre le trigger est plus violent que ça ne l'est vraiment. Je suis trauma des hommes. Déjà, en général, même à Paris. Mais en Inde, c'est d'autant plus parce qu'il y a beaucoup de regards et que, voilà, les hommes n'ont pas la même approche du sexe en Inde. Donc voilà, il y a ce truc où quand même, il y a cette vibe, cette dynamique que je dois mettre en place, moi versus les autres. Ça m'a mis du temps pour être à l'aise, ça m'a mis du temps pour comprendre que je pouvais me saper comme je voulais. Ça m'a pris du temps à comprendre comment me comporter et comment parler aux hommes. C'est la première chose. Ça a été la chose. Ça a été long de capter comment je devais me comporter et comment moi je me comportais. Comment les gens interprétaient comment je me comportais. En fait, à Delhi, les gens, je sais pas, putain, à Delhi, c'est un délire, c'est un autre monde, je vous jure. À Delhi, tu peux pas être, ok, nous les Français, on est polis sa mère, on donne toute la politesse qu'on a, ok. Genre vraiment, on tartine de politesse. Je sais pas si les Français s'en rendent compte, mais les Français, on est des gens polis et on veut de la politesse. Dès qu'il n'y a pas de bonjour, de merci, de sourire, de comment ça va, de trucs, les gens sont pas polis. C'est un truc de fou. Mais quand tu sors de la France, généralement, c'est pas comme ça. Et surtout quand tu vas en Asie. À Delhi, c'est pas pareil que le reste, ok? À Delhi, c'est pas de sourire, pas de bonjour, pas de merci, pas de s'il te plaît, pas je te tiens la porte. Il y a une fois où je suis rentrée à Delhi, j'avais oublié que c'était comme ça. Je suis à l'aéroport. Je fais tomber mon pull, genre vraiment sur ma droite. Il y a une femme qui passe. Elle regarde mon pull, elle marche dessus et elle continue sa vie. Genre, elle a un peu amené sur quelques mètres mon pull et elle a continué sa vie. Voilà ce que c'est. Je dis pas que tout le monde est comme ça en Inde, mais c'est généralement comme ça. La meuf a regardé mon pull, a marché dessus et a continué sa route. Ah, vraiment, j'étais saoulée. Hein. À Delhi, moi, j'ai jamais arrêté de le faire. Tu rentres dans ton Uber, tu dis bonjour, tu te prends un vent. Je me suis prise 150 000 vents. Il n'y a pas de bonjour, bonjour. Là, on commence la course. Ça n'existe pas. En Inde, je me prends des vents. Hello. Silence. Je vous jure, c'est pas les mêmes formes de politesse. Et ça prend du temps à le comprendre, ok? Ça prend du temps de l'intégrer. Et en fait, il y a plein de choses comme ça où au bout d'un moment, en fait, je suis devenue une putain d'aigrie et ça m'a saoulée et ça m'impactait trop. Il y avait des périodes où ça m'impactait pas du tout. Et il y a des périodes où j'étais en mode, je veux juste redevenir moi, souriante, polie, qui parle avec les gens. Il y a aussi un truc, c'est que si t'es trop souriante, les hommes vont avoir tendance à penser que tu les dragues. Et ça aussi, ça a commencé à me saouler, en fait. Genre, j'ai pas envie d'arriver quelque part et tu vois, pour avoir un peu de respect et qu'on pense pas que je suis une allumeuse, il faille que je fasse la gueule. Au bout d'un moment, ça m'a vraiment saoulée. Genre, j'arrive dans un magasin et je tire une tronche et je suis là, ouais, je veux ça. On me dit, tiens, et je pars. Pas de merci, pas d'au revoir. Je sais pas, c'est pas dans mon ADN. C'est horrible. Si tu demandes les choses avec politesse et que tu dis s'il te plaît, on pense que t'es faible. Surtout quand t'es une femme. Et moi, ça me saoule. Tu passes quelque part, personne te tient la porte, tu te manges des portes en pleine gueule partout. Donc voilà, c'est pas les mêmes formes de politesse. Faut pas penser que les Indiens sont pas polis, mais il y a quand même des Indiens entre eux qui disent que les Indiens sont pas polis. Mais voilà, c'est pas du tout les mêmes formes de politesse. Il y en a pas. Voilà. T'es pas là pour faire copain-copain avec les gens. T'envoies chier les gens. Après, bien évidemment, ce comportement s'adapte. Tu vas être face à des vendeurs qui sont trop gentils, trop mignons, et tu finis par te taper des grandes barres avec eux. Évidemment, tout est à contextualiser. Comme tout dans la vie, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Oui, il y avait des marchands, des gens, des hommes ou avec qui je finissais par me taper des barres. Comme là, ma sortie à l'aéroport, là, quand je suis rentrée, je me suis tapé des barres avec 3 policiers. Mais c'est juste que généralement, voilà. Il y a aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que la femme blanche en Inde est vraiment vue. Je vais dire des gros mots, je suis désolée, mais c'est vraiment les termes et c'est pour qu'on me comprenne la violence. J'espère que je serai pas censurée ou quoi, mais la femme blanche est une salope pour la majorité des hommes, pas pour tout le monde, mais pour une grosse partie des hommes. On est le fruit de leurs fantasmes. Le porno est interdit à Delhi, je sais pas si c'est dans toute l'Inde, peut-être dans toute l'Inde. Il y a un gros tabou autour du sexe, je comprends pas. Je comprends pas parce que c'est quand même là où a été inventé le Kama Sutra. Mais il y a vraiment ce tabou autour du sexe. Tu peux pas acheter de sextoy. Enfin voilà, on parle pas vraiment de plaisir féminin, etc. Le fruit du fantasme des hommes est est la femme blanche dans les pornos en ligne. Comment vous dire que pour eux, on est vraiment des femmes faciles. On est vraiment des allumeuses. La femme à Delhi va pas forcément... Ouais, en Inde. Je dirais même. Va pas acheter de l'alcool. Tu vas dans un magasin d'alcool. Alors, à Delhi, c'est des magasins qui appartiennent à l'État, au gouvernement. Et donc, c'est séparé des supermarchés et tout. Tu vas pas acheter de l'alcool en supermarché. Tu vas dans un magasin d'alcool. Il n'y a pas de femmes. Les hommes te regardent vraiment. Tu sais très bien que quand tu arrives dans un magasin d'alcool, personne va te casser les couilles, achète ton alcool. Mais les hommes te regardent en mode, putain,
La femme là, elle est blanche et en plus elle achète de l'alcool et c'est vraiment une grosse pute. Et j'invente pas. C'est ma pote indienne l'année dernière qui m'avait dit mais là tu vois on est en train d'acheter de l'alcool toutes les deux. Ils sont en train de se dire qu'on est vraiment des grosses putes parce que les femmes qui achètent de l'alcool sont des grosses salopes. C'est un putain de délire. Donc tu vois, tu vas acheter ton alcool. Bon après je pensais plus du tout à ça. Mais au début je me disais putain là il y a les hommes ils me regardent, ils se fixent et ils sont en train de penser ça. C'est quand même un délire. Après c'est stylé parce que tu fais pas la queue quand t'es une femme, tu passes devant tout le monde. Donc ça c'est très cool. Mais voilà. C'est quelque chose. Voilà, c'est à intégrer et à comprendre que t'es pas là pour faire copain-copain avec les gens. T'arrives pas dans le magasin, tout sourire. Bah non. Tu veux un peu de respect, tu vas faire la gueule, tu vas pas dire bonjour et tu vas donner des ordres. Après, ce qui est d'être toute seule, bah j'ai mis du temps à être vraiment à l'aise dans la rue. Voilà, je dis pas que c'est un truc, je suis arrivée et j'étais toute confiante. La confiance, ça se travaille, la confiance, ça se construit. J'ai tellement mis en place des comportements. J'étais là dans la rue, j'étais écrit. Tu me parlais, je te disais dégage et tout. Vraiment, il y a un homme qui venait me voir. J'étais là, bouge de mon chemin tout de suite. Et en fait, personne venait me faire chier. Il y a beaucoup de gens, de touristes généralement, qui sont en Inde et qui se font emmerder dans la rue, qui se font suivre, que machin, qui se font douiller, les arnaques et tout. Moi, ça m'arrivait absolument jamais, mais jamais on venait me faire chier parce que j'ai une gueule fermée dans la rue. Et je pense que c'était pareil pour ma coloc, mais il y a des gens, il y a une pote de potes. Enfin, en gros, mon pote Sam, il a voyagé avec une autre pote. L'année dernière que j'ai rencontré, c'était tout un groupe. Et il disait, mais genre tout le monde allait la voir pour essayer de l'entuber, quoi. Mais parce que ça se voyait sur sa gueule que c'était facile de l'entuber parce qu'elle n'avait pas cette énergie de je vais te casser la gueule. Et en fait, il faut vraiment avoir cette énergie de je vais te casser la gueule pour vivre à Delhi. Et du coup, bah, psychologiquement, en vrai, sur le long terme, c'est dur. Moi, je traversais tellement de trucs l'année dernière aussi. J'étais tellement épuisée de la vie qu'en plus, quand je sortais dans la rue, fallait que je sois énervée, que je m'embrouille avec tout le monde. Bah, en fait, j'avais pas envie de ça, forcément. Et j'adorais vivre à Delhi, j'adorais vivre en Inde. Mais merde, quoi. Genre, j'ai pas forcément envie de ça. Et ça, c'était très dur psychologiquement et c'est à comprendre. Et je me rappelle, enfin, des fois, maintenant, après, j'ai arrêté, j'ai appris, j'ai internalisé le fait que, bon, bah, j'étais un peu aigrie, tu vois. Mais il y a eu un moment où, genre, dès que je voyais un commentaire qui me saoulait, je répondais en vidéo, genre, trop vénère. Mais parce que moi, j'étais saoulée de toute la journée que je venais d'avoir. Je venais de passer une journée de merde, de m'embrouiller avec 4 personnes. Et il y avait quelqu'un qui me mettait un commentaire que j'aimais pas sur TikTok. Bah, j'allais dire, mais toi, tu te prends pour qui, en fait? Et en fait, bah non. Et du coup, bah, c'est horrible. Parce que en vrai, je réponds à chaud. J'ai pas envie de répondre à chaud. Et 2 jours après, quand je vois la vidéo, je me dis, mais meuf, enfin, pète un coup, t'es complètement malade. Pourquoi tu réagis comme ça à ce commentaire? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Et c'est pour ça que j'ai commencé à vraiment arrêter, genre, de répondre aux commentaires et tout. Et de répondre de manière aigrie, sauf si tu tiens des commentaires racistes envers les Indiens. Parce que c'était abusé. Mais genre, vraiment, j'ai commencé à avoir des réactions qui étaient abusées, beaucoup trop impulsives. Je réagissais trop à chaud, mais parce que en fait, tu finis ta journée, t'es sous tension. T'es sous tension, mais c'est vraiment à ne pas négliger quand tu vis en Inde, c'est que tu peux vraiment finir sous tension de ouf à la fin de la journée, où t'as envie de tout casser parce que t'as eu galère sur galère. Et c'est vraiment un truc de fou. Parce que les galères, c'est ton quotidien en Inde. Les incompréhensions entre les gens, les machins, tout est lent et tout, que tu finis... Alors là, on est sur beaucoup de négatifs, il y a du positif qui va arriver. Tout est très lent en Inde. Tout est galère, tu vois. Tu rames ta vie, tu veux aller chercher un truc, tu penses que ça va prendre 15 minutes, ça prend 1h30, t'en peux hup. Louise, c'était ça, elle devait aller se faire un soin d'1 heure. Au final, elle est sortie 5h30, t'es en mode, mais frère, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, attends, je t'explique toutes les galères qui me sont arrivées. Et en fait, t'as un rendez-vous à 14h, tu passes à 17h. Et si tu t'imposes pas, ils se foutent de ta gueule, quoi. J'en pouvais plus de devoir m'énerver tout le temps, c'est chiant. Et même pas forcément m'énerver, mais juste d'être sèche et ferme, j'ai la flemme. Et tout le monde dit que les Parisiens, ils sont aigris. Je vous jure qu'à Paris, les gens, ils sont trop sympas. Les gens, ils sont de bonne humeur, les gens, ils sont polis, c'est trop bien. On pense qu'ils sont aigris, je vous jure qu'après quelques semaines à Delhi, t'es content d'être à Paname parce que tout le monde est heureux. C'est un délire. Il y a aussi juste le fait aussi que à la fin qui m'a fait rentrer, c'est les températures extrêmes de Delhi. C'est pas forcément pareil dans le reste de l'Inde, mais en fait Delhi c'est extrême à souhait. Et cette année, ça a été plus extrême que n'importe quoi. Ça a été un de mes pires hivers. Les gars, c'était horrible. Mais genre, il faisait tellement plus froid à Delhi qu'à Paris. Parce que j'ai fait Paris en février et il faisait froid. Mais vraiment, ça a été un des hivers les plus durs, mais pour tout le monde, c'est pas que pour moi. Et en fait, ça m'a cassé dans mon élan, mais d'un un point. C'était tellement dur. Parce qu'en fait, dans les appartements en Inde et à Delhi, du coup, je vais parler de ce que je sais donc à Delhi. C'est pas isolé. Mes fenêtres, c'était pas des fenêtres. Mes fenêtres, il y avait des trous partout. Ça laissait tout passer. Il n'y a pas de chauffage dans les appartements. Ton appartement, il retient le froid et il est limite plus froid que l'extérieur. Quand je vous dis, c'est d'une souffrance. Les gars, on a tellement souffert avec ma coloc. Moi, j'ai acheté un petit chauffage d'appoint pour dormir le soir. C'était horrible. La journée, j'avais même pas envie de bouger. Il a fait froid tellement longtemps. Normalement, l'hiver, c'est 1 mois. Il a duré 2 mois et demi, 3 mois et demi, je sais plus.
Décembre, janvier, février, mars, quand je suis rentrée, il faisait toujours un peu froid. On était en déprime, mais totale. Mais tout le monde était au bout de sa vie. Moi, je me suis installée chez mes parents parce qu'ils avaient des clims réversibles, des clims qui lâchent du chaud et du froid. Donc, ils avaient du chauffage. Mais c'est un des hivers les plus déprimants que j'ai vécu. Mais psychologiquement, c'était vraiment lourd. Tu pouvais rien faire en intérieur et en extérieur. Parce que dès que tu sortais, c'était tellement pollué. Delhi, c'est pollué de novembre à janvier, février. Novembre, t'as les fumées des fermiers qui brûlent leurs terres. Toutes les fumées, elles viennent. T'as la gorge qui pique. Delhi est noir. Décembre, janvier, c'est pollué à souhait. Et une fois que la chaleur revient, la pollution s'en va. Voilà comment ça fonctionne. Janvier, la ville était grise. C'était couvert. C'était un brouillard constant, tu ne voyais pas la ville, c'était déprimant. Et en plus, tu caillais ton cul. À Paris, quand je suis rentrée en février, ok, t'as froid dehors, mais déjà, t'as l'équipement pour pas avoir froid, et quand tu rentres chez toi, il fait beaucoup moins froid parce que c'est isolé. Quand t'es chez toi, t'es plus ou moins bien. Ok, tu peux avoir froid, tu mets un pull, mais quand je vous dis qu'à Delhi, c'était l'enfer, mais moi, j'étais en manteau dans mon appartement, j'en pouvais plus. Et après, quand il fait chaud, il fait 45 degrés. Là, il y a que des infos qu'il fait 50 degrés à Delhi. C'est trop extrême, c'est trop dur les températures. Et il y a, ouais, un truc aussi qui me manque trop, c'est que moi, j'adore marcher, je marche partout. Ah, franchement, déjà, aujourd'hui, par exemple, j'ai marché, ah non, c'est sur l'hôtel. J'ai marché beaucoup. J'ai dû marcher 2h30, 3h aujourd'hui. À Delhi, tu peux pas marcher. À Delhi, tu fais tout en voiture. Même marcher, en fait, c'est tellement pas agréable. C'est du brouhaha de partout et tout. Il n'y a pas de trottoir. Ou les trottoirs, ils sont n'importe comment. C'est des grandes distances. Enfin, c'est n'importe quoi. Tu peux pas marcher. Tu fais tout en voiture ou en transport. Et du coup, ça manque trop de marcher. Et c'est super drôle parce qu'à chaque fois que je rentrais, je me mettais à marcher. Je faisais 40 minutes de marche. Et le soir, j'avais des courbatures. Et genre, à chaque fois que je reviens, j'ai des courbatures pendant 2-3 jours quand je me remets à marcher. Ça, vraiment, c'est n'importe quoi. Et ça manque trop de marcher, en fait. C'est une... je sais pas, c'est une activité que je fais tout le temps, quoi. Moi, mon corps, il en a besoin. Enfin, j'en ai trop besoin. Donc voilà, ça, c'est un truc vraiment qui me manquait trop. Mais après, l'Inde, les gars, c'est vraiment de la folie. Déjà, en fait, moi, ce que je dis toujours de l'Inde, c'est que c'est le brut, c'est le réel, c'est du concret. En fait, quand t'es en Inde, t'es face à la réalité des choses. Tout est devant toi, en fait. Il n'y a pas de sugarcoating. Il n'y a pas d'essayer d'améliorer les choses. C'est comme c'est. T'as pas d'espace personnel, les gens ils sont à côté de toi, ils te collent de partout. T'as l'impression d'être dans la vraie vie. Je sais pas comment vous expliquer, c'est un délire. Quand je reviens en France, j'ai l'impression que c'est un peu superficiel. Là-bas, il y a pas de... On n'arrondit pas les angles dans les discussions. Tout est brut. T'as l'impression de vivre dans le vrai monde. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a ce truc chaotique. C'est chaotique, là, partout, par contre. Tout est chaotique. T'as ce truc qui veut toujours te ramener dans ce bordel, en fait. C'est trop fou, c'est trop attachant. Je sais pas comment vous dire, c'est trop... Je sais pas, t'es vraiment face à la réalité des choses, en fait. L'Inde, c'est... Même le pays en soi, c'est vraiment un truc de fou, en fait. T'as de tout, en fait. Comme j'ai dit, c'est un subcontinent. Tu veux de la ville, de la culture, tu vas dans le Rajasthan. Tu veux des plantations de thé, tu vas dans le Kerala. Tu veux de la plage, tu vas à Goa. Tu veux du Plutchil, tu vas à Pondichéry. La culture, elle est folle. Les Indiens, ils sont tellement fiers de leur pays. Je trouve les Indiens, mais tellement impressionnants. Dans le sens où, quelle que soit la musique, hindi, Bollywood, quoi que ce soit que tu mets, tous les Indiens dans la salle vont la connaître. Tu peux mettre une centaine de musiques, de chansons à la suite. Ils vont tous les connaître. Ils vont toutes les connaître. C'est un truc. Ils sont tellement fiers de leur pays. Ils connaissent leur pays. Ils connaissent leur histoire. Les gars, tu poses une question sur un dieu. Il n'y a pas une personne dans le pays qui va pas connaître l'histoire de ce dieu. Et tu te poses et t'en parles pendant 40 minutes parce que ça part dans tous les sens et tout. C'est un délire. Ils sont tellement fiers de tout leur histoire. C'est impressionnant. Et ça, je trouve ça mais tellement beau dans ce pays. Ils connaissent tout de tout et ils adorent. Je les adore, les Indiens. Ils ont tout le temps envie de danser. Ils sont tout le temps chauds pour danser. Et ça, j'adore. Qu'est-ce que j'adore? Les mariages, les gars. Les Indiens, ils sont accueillants. Ils sont bienveillants. Pour eux, vraiment, les invités, c'est les dieux. Ils les traitent comme des dieux. Et genre, vraiment, aller à des mariages et danser, c'est ma passion sur Terre. En fait, c'est le pays de l'aléatoire. C'est le pays de la folie. C'est le pays de tout peut arriver. C'est n'importe quoi. C'est trop bien. Je vous jure. C'est un pays qui est tellement aléatoire. Si t'es pas dans un lâcher-prise, tu vas détester. En fait, t'es obligé d'apprendre le lâcher-prise là-bas parce que rien ne se passe comme prévu. T'as décidé que ta journée allait se passer comme ça, mais elle va pas se passer comme ça. La notion du temps n'est pas la même, déjà pour commencer. Je sais pas t'expliquer, 1 heure, c'est pas 1 heure. Tu vas quelque part, il te dit « Ok, 5 minutes, ma'am. » T'en as pour 45 minutes. Et moi, je disais toujours à la fin « 5 minutes ou 5 minutes Indian time ?» Il rigolait. Il me disait « Ok, 5 minutes Indian time. » Je vous jure. Là-bas, 5 minutes, c'est pas 5 minutes. 5 minutes, c'est 45 minutes. C'est toujours comme ça. Je me rappelle d'une fois où j'avais acheté une montre. Il y avait un petit bug et il fallait changer un truc. Donc, ils me disent « Ok, on va juste aller la réparer. 5 minutes, ma'am. » Au bout de 25 minutes, je suis en mode « Elle est où ma montre ?» Il me dit « 5 minutes, ma'am. » On passe à 35 minutes. 5 minutes, ma'am. 45 minutes, 5 minutes, ma'am. Ma'am, ça veut dire madame. Au bout d'1 heure,
Je lui dis, tu vas aller en caisse et tu vas me rembourser mon coco. Il me dit, non, 5 minutes, même, ça arrive et tout. Je lui dis, non, mais en fait, il y a 1 heure, tu m'as dit 5 minutes. Fallait pas me mentir. Moi, je suis là, j'attends comme une teubée à ton comptoir. Fallait me dire, madame, ça va prendre 1 heure et demie, 2 heures. Revenez plus tard ou revenez demain. Et je serais revenue. Mais là, tu t'es foutu de ma gueule. Tu m'as fait attendre comme si mon temps n'avait aucune valeur. Tu me rembourses et je m'en vais. On te dit quelque chose, t'es sûr que ça va prendre 2 heures. Donc, ouais, en fait, tu t'organises trop. Ça va niquer ton moment parce que ça va jamais se passer comme prévu. Moi, il y a une fois où j'ai réussi à organiser sur 2 semaines et ça s'est super bien passé. Mais c'est quand mes copines, elles sont venues en novembre. J'ai organisé 2 semaines de voyage, mais c'était vraiment à la minute près. C'est-à-dire que, genre, il y avait un avion, après il y avait un train. Une fois, dites-vous, on est rentré en voiture jusqu'à Delhi, 3 heures de route, et 3 heures après, on avait un train. Donc vraiment, j'étais organisée. Et après, il y avait un avion, le lendemain matin, un train, et là, un avion, et machin, et là, un train, Il y a des gens, ils m'ont dit, Hello, t'es beaucoup trop organisée pour l'Inde, ça va foirer à un moment donné. C'est la seule fois où j'ai réussi à organiser et tout s'est passé comme sur des roulettes. Mis à part ça, tu peux pas t'organiser. Mis à part ça, tu dois te laisser aller parce que sinon tout capote. Je vous jure, tout capote. Et en fait, ça t'apprend vraiment à lâcher prise où t'es obligé de te laisser aller. Et ça, c'est trop bien. T'es un coincé du cul. Là-bas, je te jure, tu vas apprendre à te détendre parce que tu dois laisser place à ta patience et à ton laisser aller. Ta patience parce que ta façon de réagir n'est absolument pas la même. Enfin, ta logique des choses n'est pas la même que les Indiens. Alors, il n'y a pas de bonne et de mauvaise manière de faire les choses. Il n'y a pas de bonne logique et de mauvaise logique. C'est juste que nous, les Français, nous avons une logique dans la vie. Les Indiens ont une autre logique. On n'a pas grandi de la même manière. On n'est pas éduqué de la même manière. Notre système éducatif n'est pas le même. Notre éducation n'est pas la même. Tu finis avec des adultes qui n'ont pas la même façon de réfléchir, qui n'ont pas la même approche des choses et qui n'ont pas la même logique. Donc, ce qui est logique pour nous n'est pas logique pour eux. Ce qui est logique pour eux n'est pas logique pour nous. Et eux, des fois, moi, j'aime bien appeler ça des indienneries. Là, j'ai 2 anecdotes en tête. C'est trop drôle, les gars. Il y a déjà une anecdote où c'était il y a 1 an. J'ai toujours pas acheté les trucs tellement j'étais en mode je fais péter mon crâne. C'était hyper drôle. Je viens d'apprendre que j'ai de l'endométriose. J'ai pleuré ma race. Je suis au bout de ma vie. Je me dis, je vais aller dans un mall, dans un centre commercial, faire de la retail thérapie parce que là, j'ai besoin de m'apporter de l'amour à moi-même. Et je me dis, tu sais quoi, je vais me faire plaisir. Ça fait je sais pas combien de temps j'ai envie d'acheter du make-up Charlotte Tilbury. Ça coûte une blinde, on va pas se mytho. Je vais l'acheter maintenant. Je vais dans un Nika, c'est genre un Sephora. Alors il faut savoir qu'ici, dans les magasins, il y a 100 000 vendeurs. Donc là, je suis dans un magasin de 50 mètres carrés, il y a au moins 15 vendeurs. Ils te collent au cul, t'as pas d'espace personnel. L'espace personnel n'existe pas en Inde, mais dans une boutique à la Sephora, les gens te collent au cul, ok? C'est pas qu'en Inde, c'est un peu partout comme ça. En Asie, au Vietnam, c'est extrême. Je vais au coin Charlotte Tilbury, il y a une meuf qui me colle, mais vraiment, elle est à côté de moi, j'ai 0 espace personnel, ok? La meuf est à côté de moi, elle me regarde 15 minutes. 15 minutes, les gars, elle me regarde. Essayez les blushs Charlotte Tilbury et les bronzers. Carrément, je lui demande des conseils. Je suis en mode, ouais, lui, tu trouves qu'il me va mieux ou lui et tout. Elle me dit, ah, celui-là, il est vraiment top sur toi. Je suis en mode, ok, trop bien. Je fais mon choix entre un blush et un bronzer. Et je lui dis, bah, du coup, je vais vous prendre ces 2-là. Elle me fait, ah bah non, on les a plus. Je lui dis, comment ça? Elle me dit, on en a plus, on est out of stock. Je lui dis, alors, dans ces cas-là, pourquoi ça fait 15 minutes que tu me regardes essayer tous les blushs? Tu vois, il n'y a pas eu de A plus B. En fait, il y a eu une situation et une deuxième situation. La première situation était moi en train d'essayer les produits face à moi avec les testeurs, qui est une situation pour elle qu'elle est en train d'enregistrer. Donc, elle essaye des trucs, je vais lui donner des conseils. Deuxième situation, elle veut acheter un truc, il n'y en a plus. Il n'y a pas eu, elle n'a pas fait le lien entre la situation A et la situation B. La suite logique ne s'est pas faite. Et c'est très généralement comme ça en Inde. Donc je lui dis, bah c'est une blague. Enfin, carrément, tu m'as donné des conseils. Et tu savais qu'il n'y en avait pas parce que tu n'as même pas regardé. Tu sais qu'il n'y en a plus. Et je lui dis, vous êtes 15 dans la boutique. Un de vos jobs, c'est de retirer les testeurs quand il n'y en a plus. Je dis, bon, et le bronzer? Ah bah on n'en a plus. Mais madame, j'étais tellement au bout, mais surtout, il faut recontextualiser. Je viens d'apprendre que j'ai de l'endométriose, donc je suis au bout de ma vie. Dites-vous, je les ai toujours pas achetés, ces produits, tellement j'étais au bout. Ma coloc, elle arrive dans un café à la Costa et elle veut un café frappé. Et elle dit, ouais, monsieur, bah vous avez quoi du coup qu'est-ce que je peux prendre en café frappé? Et il dit, ouais, on a mangue et chocolat. Je fais, ok, très bien, bah je vais vous prendre un café frappé à la mangue. Et il dit, ah non, désolé, on n'en a plus. Et t'es en mode, bah mec, c'est pas possible. Dans ces cas-là, tu dis pas mangue, tu dis on a plus que chocolat, prends chocolat ma belle. Et c'est tout le temps comme ça, c'est un truc de fou. Genre vraiment, c'est juste, ça va t'arriver 15 fois dans ta journée, où tu te dis, en fait, notre logique, elle est pas la même. On apprend chacun, dans chaque pays, des façons de penser. Et juste, bah nous, notre façon de penser, elle est pas la même que là-bas. Et du coup, t'as l'impression que t'as fini ta journée à expliquer 15 choses différentes. Et du coup, si tu lâches pas prise, si tu laisses pas les choses se faire, et que tu vis dans une impatience, c'est ce genre de petits trucs, ça va grave te saouler. Tu vas finir ta journée, tu vas te dire, putain, j'ai expliqué 15 trucs
à 15 personnes aujourd'hui, j'en peux plus, je suis irritable. Si tu commences ta journée, t'es irritable, dans tous les cas, t'es dans la merde. Être en Inde, vraiment, ça t'apprend à lâcher prise. C'est pas la même façon de faire. Et ça veut pas dire que vraiment, ça veut pas dire qu'il y a une façon qui est plus mauvaise que l'autre. C'est juste que c'est pas pareil, c'est pas le même monde, on n'a pas grandi de la même manière et nos façons de réfléchir elles sont tellement différentes les gars, c'est un truc de fou et c'est vraiment, il faut que tu t'adaptes. Ça t'apprend clairement l'adaptabilité et tant que t'as pas été en Inde, tu sais pas à quel point t'es adaptable. On n'en fait pas d'autres des pays comme ça et vraiment tu ne te connais vraiment pas tant que t'as pas été en Inde, c'est un délire. Il y a un autre truc que j'adore chez les Indiens, et ça c'est plus le milieu dans lequel je traînais. Donc moi j'ai beaucoup fait de soirées un peu huppées, on va dire. Genre c'était plus des gens de la haute société entre guillemets, parce que Sunita m'a ramené à tous ces événements, m'a ramené à ses mariages, ses vernissages, les événements autour de l'art et tout, les expositions, etc. C'était souvent les mêmes personnes, tu retrouves souvent dans les milieux les mêmes personnes, en vrai. Et il y a une chose que j'ai trouvée tellement folle, tellement respectable chez les gens, où même moi je me suis remise en question et je me suis dit je manque de classe mais à un point. C'est déjà de une, ils se souviennent de ton prénom et ils se souviennent de toi. Il n'y a pas de, en gros, Sunita, dès qu'on allait quelque part, tout le monde connaissait Sunita. Sunita, elle allait quelque part, vraiment, tu rencontres 100 000 personnes, c'est un truc de fou. Et en fait, sur un an, j'ai fait tellement d'événements avec Sunita, tellement de mariages et tout, elle me présentait toujours à des gens. C'est des gens que je revoyais, 6 mois après, et ils étaient là, ah mais oui, je t'ai rencontré la dernière fois avec Sunita. Et ils se souvenaient de moi, et ils se souvenaient de mon prénom et de ce que je faisais. Et moi, j'étais en mode, mais qui es-tu? Bon, après, c'est beaucoup plus compliqué pour moi, parce que moi, j'ai rencontré des centaines de personnes avec des prénoms indiens, et quand tu connais pas les prénoms indiens, c'est impossible de s'en souvenir. C'est comme eux, s'ils étaient face à que des Français, se souvenir des Français avec leur nom bizarre, bah impossible de s'en souvenir. Moi c'était pareil, du coup c'était très dur de me souvenir. Mais vous voyez par exemple, elle me ramène à un mariage Sunita, elle me présente à tout le monde, encore une fois il y a des centaines de personnes et tout. En gros les mariages en Inde c'est plusieurs events. Et je fais un premier event du mariage, Sunita me présente au frère du marié. Le frère du marié est complètement bourré, il a 1000 choses à penser parce que c'est le frère du marié, 1000 choses à gérer. Sunita me présente et dit tiens je te présente Héloïse. Et lui il a ok bonjour, elle me dit son prénom, j'ai toujours pas son prénom. Ok, mais genre vraiment, l'interaction dure 5 secondes. Bon, je mens, peut-être 3 minutes 40. La semaine d'après, je fais le mariage, Sunita vient pas, j'y vais avec une pote. Je croise le frère du marié, il me voit, il me fait « Oh Héloïse, comment ça va? Tout se passe bien pour toi ?» Blablabla. Et je suis en mode « Frère, comment ça tu t'es souvenu de moi ?» Comment ça, tu t'es souvenu de mon prénom qui est compliqué pour toi? Donc il a dit Héloïse, un truc comme ça. Prénom compliqué pour les Indiens. Et je suis en mode, mais attends, c'est un truc de fou. Tu t'es souvenu de moi, de mon prénom. Il s'est soucié de savoir si tout se passait bien pour moi, de savoir si je m'amusais, tout allait bien, tout était ok avec ma copine. Je suis venue avec une pote, je suis même pas venue avec Sunita et ça me battait les steaks. Mais c'était hyper respectable qu'il se souvienne de moi, de mon prénom et tout, qu'il ait fait l'effort. Et il y a un autre truc que je trouvais ouf, c'est la politesse des gens, la bienveillance des gens. Ah, il y a un arc-en-ciel. Et en fait, par exemple, là-bas, Sunita, elle me présentait toujours, elle disait oui, c'est une influenceuse et tout, il y a des gens qui la suivent, machin et tout. Elle me vendait tout le temps comme ça. Et les gens étaient toujours impressionnés et en mode waouh, mais c'est incroyable et tout, trop bien ce que tu fais. Mais tu dois faire tellement de choses et ça doit être tellement créatif, mais c'est tellement bien, mais félicitations, c'est tellement stylé comme travail. Et j'étais là, quoi et tout. Je rencontrais que des bêtes de gens. Quand je vous dis qu'on était dans un milieu haut de gamme, je rencontrais des gens avec des métiers de malades et il n'y a pas une personne qui m'a mis mal à l'aise de quoi que ce soit en mode ok. Une fois, dites-vous, je me suis retrouvée face à 2 avocats. Alors ça, c'était une soirée avec Soirée Pizza. 2 avocats à la Cour suprême. Toi, l'influx, frère, bon, voilà, t'es en mode... je fais des vidéos sur Internet, MDR. Je vous jure maintenant, les deux étaient en mode mais non et tout, c'est un truc de fou. Attends, nous on était là en mode on est trop stylé, on est avocat. Mais MDR, en fait, on est des grosses merdes. Toi, c'est trop bien. T'entreprends, tu te lances, tu prends des risques et tu sais, ils te vendent comme ça. Et t'es en mode mais waouh, vous êtes trop gentils. Ils sont trop polis, ils sont trop accueillants, ils sont trop là à te saucer. Ils sont, je sais pas, ils sont trop respectueux et respectable. Je sais pas comment t'expliquer. Et moi, je me disais, mais moi, je suis une grosse merde maintenant à jamais me souvenir des prénoms des gens. Genre, je me suis grave remise en question en me disant, mais ça, c'est vraiment un truc chez moi que je dois changer. Parce que c'est pas sympa, c'est pas respectueux, c'est naze de ma part. Ouais, moi, j'aime pas. Eux, ils s'en foutent, en fait. C'est tellement classe. Je vous jure, c'est un trait chez les gens, chez ces gens, qui étaient tellement classe. Ça montre une classe, mais de fou. Et dans tout, ils te mettent trop à l'aise, ils te saucent, ils te vendent, ils sont trop à fond, ils sont hyper intéressés et c'est super sincère, toujours à fond et à te poser des questions et intéressé dans la conversation, à te mettre en avant et à se souvenir de toi et de ton prénom. C'était vraiment trop bien. J'ai pas cette classe de me souvenir des prénoms et ça me saoule.
Et je veux vraiment changer ça. Après, je me souviens des visages. C'est trop un pays de fou. C'est trop un pays qui t'apprend plein de choses. C'est une ville en tout cas qui t'apprend plein de choses, qui t'apprend le lâcher prise, qui t'apprend la patience et après qui prend ta patience et qui la casse en mille. C'est un truc de fou. J'ai mille autres choses à dire que j'ai notées dans mon téléphone. Dans la deuxième partie, je vais parler, je pense, de dater en Inde, la différence de dater des mecs en Inde versus les mecs en France. Comment les choses sont un peu différentes, surtout dans les caractères. Que ça t'apprend à dire non. C'est une vraie formation de vivre à Delhi, c'est une vraie formation de vivre en Inde. Voilà, mais là ça fait 1 heure que je tourne, donc voilà. J'espère que c'était pas trop négatif, mais je voulais aussi, là c'était vivre à Delhi, qui est différent de l'Inde, je tiens à le dire. Je sais pas, à chaque fois j'ai l'impression que on va conclure des choses avec mes podcasts parce que c'est moi qui suis en train de parler et en fait vos retours sont complètement différents de ce que je pense. Si vous terminez ce podcast en vous disant putain il y avait beaucoup de négatifs, c'est parce que c'est Delhi, ok? C'est pas l'Inde, c'est pas vraiment vivre en Inde, c'est vivre à Delhi. Et vivre à Delhi c'est intense et c'est un monde et c'est pas pour tout le monde. Ça t'use à la fin, c'est beaucoup, c'est intense, c'est beaucoup de choses, Ouais, et c'est pour ça que je rentre, parce que dans mon caractère, j'étais trop aigrie tout le temps et j'en pouvais plus. Et j'ai envie de pouvoir être heureuse tous les jours et de pouvoir sourire aux hommes sans qu'ils pensent que je suis en train de les draguer. Quand t'es trop souriant avec eux, ils pensent que tu les dragues. Et en fait, ça commençait à vraiment me saouler. Exemple, quand je suis partie à Goa, je suis partie dans l'hôtel dans lequel j'étais avec les filles en novembre. On était trop bien dans cet hôtel, ok? Trop heureuse, tout le monde était trop sympa, le staff trop sympa. J'y retourne, je suis trop heureuse d'être là. Je suis giga heureuse, je suis au max. Et moi, quand je suis heureuse, je le dis. Et je vais peut-être le dire 10 fois dans la journée et ça va saouler les gens, mais j'adore exprimer ma joie. Je sais exprimer ma joie et je suis pas pudique avec ça. Donc quand je suis heureuse, je vais le dire et quand j'adore les choses, je vais le dire. Donc là, j'arrive et j'ai envie d'être heureuse et j'ai envie de le communiquer et j'ai envie d'être souriante parce que j'adore le staff qui est là. J'adore l'endroit et je suis trop heureuse d'être là. Et je me rends compte que, genre, vraiment, j'ai trop de chance de pouvoir prendre un billet et d'aller à Goa 4 jours. Et j'en avais besoin parce que j'habite à Delhi. Et donc, j'arrive tard. Et moi, je parlais au gars par WhatsApp. Et il me dit, je te mets un dîner de côté. Quand t'arrives, tu peux t'installer. Basta, voilà. Donc, j'arrive et je reconnais tout le monde et tout le staff. Et je suis trop contente, ok? Donc, je souris. J'ai un grand sourire. Donc, je le dis et je suis là. Je suis trop contente. Et je fais que de le dire et je suis là. Ah, je suis trop contente d'être là, et machin, je suis trop heureuse. Je vois le staff, mais comment ça va et tout. Je vois le manager à qui je parlais par WhatsApp, et je suis là, je suis trop contente d'être là, trop contente de te voir. Je vais m'installer, je dîne. Le mec me dit au revoir, et il est là, bon bah, ciao. Et je lui dis, merci pour tout, trop contente d'être là, je vais passer 5 jours et tout, trop bien, bonne nuit, à demain. Se passe le lendemain, et moi le dernier jour je devais changer de chambre. Donc le lendemain j'arrive, toujours souriante, en mode je suis trop contente d'être là, comme d'habitude. Et le mec se dit, elle est souriante, je sais pas quoi. Le soir m'envoie, il est 1h du matin, les gars, 1h du matin. C'est le manager de l'hôtel. Il est 1h du mat, il m'envoie un message sur WhatsApp, il me dit... Non, d'abord il m'envoie un message à 23h, il me dit, finalement le dernier jour t'as pas besoin de changer de chambre, tu peux la garder. Et je lui dis, ok merci. À 1h du matin, il m'envoie... Good night avec un smiley avec des cœurs. Je me pose comme ça, je me dis ok c'est gentil mais t'es pas manager d'un hôtel et t'envoies good night smiley cœur à ta cliente, à ta cliente à 1h du matin. Surtout ta cliente qui voyage seule et tu sais qu'elle voyage seule. Et je reçois le message, je me dis mais attends, c'est moi je suis en train de me vénérer pour rien ou c'est pas normal. J'appelle mon frère, je lui explique. Il me dit non Hello, c'est pas normal. Le mec il a pas t'envoyé ça. Il va pas envoyer ça à tous ses clients. Mes parents ils sont allés dans l'hôtel, ils ont certainement pas reçu un good night smiley cœur à 1h du matin. Et en fait, j'étais vraiment en mode c'est bon, ça m'a saoulée, je suis un peu trop souriante et je reçois un good night smiley cœur. C'est chiant parce que moi, en tant que femme seule dans ma chambre, je dois interpréter ça comment? C'est toi qui es très amicale ou c'est toi qui dépasse un peu trop les limites? Et en fait, c'était tout le temps comme ça et ça commençait à me saouler de devoir être fermée à tout le monde parce que un petit sourire, ils pensent que c'est une ouverture et ils vont toujours trop loin. Parce qu'ils peuvent pas accepter que juste t'es souriant et t'es souriante et basta. Non, ils vont toujours trop loin parce que pour eux, c'est une ouverture à la drague. Moi, mon boulanger, je le vois, je lui fais des grands sourires quand je le revois. Quand je suis heureuse de le revoir, je lui dis je suis heureuse de te revoir. Il est pas là à me draguer. Il se dit pas c'est une ouverture, il se dit juste c'est une femme polie, souriante, solaire, basta. Et après, je suis pas en train de dire non plus que c'est pas comme ça en France et qu'il n'y a pas des hommes qui réagissent comme ça en France. C'est juste que c'est majoritairement comme ça à New Delhi. Et moi, ça m'a saoulée. Parce que je me suis très souvent retrouvée dans des situations connes comme ça, où j'essaye d'être gentille et au final, le mec pense en face que c'est une ouverture à la drague et que je suis en train de le draguer. Et le fait d'être blanche, ça ajoute au fait que je suis une grosse salope et qu'il pense que je baise tout le monde, que j'ai les jambes écartées à n'importe qui. Ça, c'est un peu chiant aussi.
pas tous les hommes pensent comme ça, mais c'est généralement comme ça et c'est ce qu'on nous explique. Moi, il y a beaucoup d'Indiens qui m'ont expliqué que c'était comme ça. Le rappeur Soirée Pizza, etc. m'ont expliqué et ils m'ont dit « Héloïse, est-ce que tu es au courant que la majorité des hommes pensent comme ça? Fais attention à toi. » Oui, ça me dérange pas quand je viens quelques semaines. Les regards, tu t'y fais. Les regards, tu fais plus attention. Il y a beaucoup de regards, tu finis par savoir avec les années. Il y a des regards, c'est plus de la curiosité. Mais au bout d'un moment, j'en ai eu ras le cul, quoi. J'ai envie de sourire. J'adore sourire. J'adore dire que je suis heureuse. Et j'ai pas envie de me retrouver avec des good nights. Franchement, tu te fais tout le temps good morning ou good night en Inde. C'est un truc de fou. C'est comme mon proprio qui m'envoie des good morning. Donc voilà. Mais j'ai pas non plus envie que vous finissiez ce podcast en vous disant il y a que du négatif. Il y a énormément de positif à l'Inde et je vais aussi en parler dans la deuxième partie. C'est juste que l'Inde et New Delhi, c'est différent. New Delhi, c'est une bulle et là, vivre à Delhi, c'était trop intense, c'était too much et il y avait quand même pas mal de négatifs qui a fini par prendre le dessus sur le positif. C'est trop bien parce que c'est l'Inde, c'est parce que c'est fou. L'Inde, c'est fou. L'Inde, ça te prend dans les tripes, surtout quand tu fais une intoxication alimentaire. Mais l'Inde, c'est du réel, c'est du concret. Tout est fou, faire des marchés, c'est fou, la culture, c'est fou. Tu te retrouves dans des événements culturels de malades. Tu fais Diwali, c'est fou. L'Inde, c'est un autre monde, je sais pas comment vous expliquer. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Tu le vis pour capter que tout est lunaire, tout est aléatoire, rien ne se passe comme prévu. J'ai beaucoup voyagé. Il n'y a qu'en Inde que tu retrouves ça, ok? La dynamique de l'Inde, c'est un truc de fou. C'est un pays organisé dans sa désorganisation, c'est un truc de fou. J'ai 1000 autres choses à dire que je vais dire dans 2 semaines. Plus sur l'Inde, donc qui va être quand même beaucoup plus positif. Et surtout, je vais parler de mes expériences, etc., de mes observations. Mais vivre à Delhi, c'est quand même quelque chose qui va te pousser dans tes retranchements. J'y suis quand même restée 1 an et demi, donc c'est pas pour rien. Ça reste ton gars toxique. Donc tu y retournes, je peux pas t'expliquer, c'est vraiment ton gars toxique et il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi. Il faut comprendre que c'est quand même quelque chose, vraiment, c'est vivre à Delhi, ça te pousse dans tes retranchements et c'est quelque chose de très très intense. Je vais pas mentir, comme je dis, je suis pas là pour romantiser et ça m'a tellement poussé dans mes retranchements. Oui, je retournerai à Delhi parce que j'adore Delhi, oui, je retournerai en Inde, ça c'est sûr, j'ai fait ça toute ma vie. Ça va continuer des années comme ça où j'y vais 1 fois par an, 1 fois tous les 2 ans selon ce que je peux faire, c'est sûr. Mais je préfère le reste de l'Inde à Delhi. Il y a un moment, faut penser à sa santé mentale. Il y a un moment, moi, mes opportunités professionnelles sont à Paris. Maintenant, je veux penser à mon pro, je veux charbonner, je veux rentrer pour ça. Et ma vie est quand même plus fluide à Paris. Il y a eu des questions dans ma sto sur Insta. Les questions, je préfère y répondre dans 2 semaines. Vous avez eu de superbes questions et j'ai grave envie d'y répondre. Mais du coup, je vais faire ça la semaine prochaine parce que ça ira avec le reste. Ça sera fluide comme ça. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Si après... Justement, je vais aussi répondre la semaine prochaine. Comme ça, si vous avez des questions après ce podcast, faites-le et on y répondra ensemble dans 2 semaines. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas. Il y a une FAQ à la fin sur Spotify. Il y a les commentaires sur YouTube. Il y a mes DM sur Insta. Et puis voilà. Zoupi guys. Love you.